Ça y est, c'est terminé. Ils ne vont plus jamais la réinviter. Mais moi, je vous parle de la position vis-à-vis d'Israël. Oui, c'est-à-dire qu'Israël, on la laisse avoir l'arme nucléaire, d'être en dehors des traités internationaux, et on considère qu'elle est attaquée, là, aujourd'hui. Emmanuel c'est Macron... Elle qui attaque, non, ce que je veux juste dire, c'est que... Elle ne peut pas le faire en soutien d'un génocidaire qui attaque l'Iran. Terminez votre phrase. C'est un consensus international sur quoi? Sur le fait que l'Iran, doté de l'arme nucléaire... Il ne l'a pas. Et Israël l'a. Par contre, Israël a l'arme nucléaire. Oui ou non? Israël ne reconnaît pas le traité de non-prolifération des armes nucléaires. Oui ou non? Israël se met en dehors des traités internationaux sur le nucléaire. Oui ou non? Par contre, je n'accepte pas l'idée qu'aujourd'hui on déclare que Israël a le droit de se défendre alors que c'est Israël qui attaque, c'est Israël qui a l'arme nucléaire et c'est Israël qui se comporte de façon guerrière avec tous ses voisins. Enfin, Israël attaque le Liban, Israël attaque la Syrie, Israël est en train de commettre un génocide à Gaza. C'est aussi Israël qui a été attaqué le 7 octobre. D'accord, on ne peut pas écrire toute l'histoire à partir du 7 octobre. D'abord, le 7 octobre, ça a commencé avant. Je veux dire, le problème palestinien n'est pas le 7 octobre. Il est antérieur au 7 octobre. Et depuis le 7 octobre, ça ne donne pas le droit à Israël de se comporter comme elle se comporte. Avec tous ses voisins et avec les Palestiniens. Tout le monde comprend bien que ceux qui sont visés, ce sont des terroristes arabes, musulmans, islamistes. Mais qui a dit ça? Personne. Personne. Vous avez dit Moi, ça. J'ai dit ça. Vous l'avez dit en sous-texte. Je dis qu'il y a des risques, qu'il y a une menace terroriste qui s'ajoute déjà à un contexte contre les Juifs compliqué pour la communauté juive de France. Et pas pour les Arabes, et pas pour les musulmans. Il ne faut pas oublier que ce sont les Israéliens qui ont commencé à frapper l'Iran sous prétexte de quoi? Sous prétexte de guerre préventive. Or, la guerre préventive n'existe pas dans le droit international. Permettez-moi de dire qu'en tant que franco-iranienne, je suis choquée de la prise de position de notre président Macron qui soutient ces attaques. Si un pays démocratique comme la France ne soutient pas le droit international, qui d'autre va le faire? Quand Israël a frappé tel responsable militaire iranien, les voisins ont été tués aussi, des civils innocents ont été tués, des enfants ont été tués, des femmes ont été tuées, personne n'en parle. Bonjour le peuple, j'espère que vous allez bien. Catherine Tricot, la journaliste de Regard, défend l'Iran et met en PLS des journalistes qui défendent la propagande israélienne. Vous allez voir que c'est une véritable honte les propos qui sont tenus sur une chaîne du service public. Mais juste pour l'intervention de Catherine Tricot, vous allez voir que vous allez être content de payer vos impôts pour cette chaîne. Et juste après, on va voir une journaliste franco-iranienne détruire la propagande israélienne et Macron qui défend Israël. À New York pour justement reconnaître l'État palestinien, on voit bien qu'il est obligé, contraint, vu ce qui se passe, de faire marche arrière. Catherine. Oui, je pense que c'était plus possible de les tenir dans les délais. Ça aurait débouché sur un échec et c'est pas vraiment une bonne idée d'échouer en ce moment sur la question de la reconnaissance d'un État palestinien. Ceci étant, ce que je note aussi, c'est qu'il n'a pas dit que ça moi on peut le comprendre. Il a aussi dit qu'il venait en défense d'Israël, que Israël avait le droit de se défendre. C'est franchement un discours assez incompréhensible puisque c'est Israël qui attaque. C'est Israël qui a l'arme nucléaire et qui ne reconnaît pas le traité de prolifération nucléaire et qui attaque un pays qui est en négociation et qui est contrôlé par l'AIEA. Donc ça donne un côté extrêmement brouillon au discours d'Emmanuel Macron et on peut vraiment se poser la question de la crédibilité de la parole occidentale au sens large et française en particulier. Ça la fragilise, voire ça la décrédibilise. Stéphane Zumsteeg, est-ce que vous diriez qu'hier, Emmanuel Macron, quelque part, sur la reconnaissance de l'État palestinien, a fait du en même temps? C'est-à-dire qu'effectivement, il prend un peu la défense d'Israël, mais il dit qu'il faut continuer à travailler pour obtenir cette reconnaissance de l'État palestinien. Est-ce qu'on est sur du pur Emmanuel Macron? Alors on est sur du pur en même temps, mais pas sur du pur Emmanuel Macron. Le en même temps de la France au Proche et au Moyen-Orient, ça fait 70 ans qu'il existe en fait. Emmanuel Macron, il s'inscrit dans la ligne diplomatique qui a toujours été celle de la France, une politique d'équilibre, à la fois considérant qu'Israël a le droit d'être défendu et considérant qu'Israël est un pays ami, est un pays allié, en dépit de la crise diplomatique et des relations très détériorées qu'il peut entretenir avec le Premier ministre israélien, et en même temps soutient une bienveillance, qui a toujours été le cas d'ailleurs en France, une bienveillance à l'égard de la cause palestinienne. Donc moi, contrairement à ce que vous venez de dire, moi je considère pas qu'il est dans la contradiction ou dans le... Alors il peut être dans le en même temps, mais là encore, c'est pas lui qui l'a créé ce en même temps-là. La France a toujours...
poids, deux mesures. Vous ne pensez pas qu'il y a un gros deux poids, deux mesures? On soutient la possibilité sur peut-être la question un jour... du nucléaire, sur la question du nucléaire, la France a toujours été très claire. Rappelez-vous, quand Laurent Fabius était le ministre des Affaires étrangères de François Hollande, la France était dans les négociations, alors que la France voulait aboutir comme les autres partenaires, les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni. La France était toujours l'une des plus dures, si ce n'est la plus dure. Laurent Fabius, en tant que négociateur en chef, parce que... Avec l'Iran. Mais moi, je vous parle de la position vis-à-vis d'Israël. Oui, c'est-à-dire qu'Israël, on la laisse avoir l'arme nucléaire, d'être en dehors des traités internationaux, et on considère qu'elle est attaquée, là, aujourd'hui. Emmanuel Macron... Qui attaque, non, ce que je veux juste dire, c'est que Emmanuel Macron... On peut comparer quand même Israël à la République islamique d'Iran. Ah bon? Pourquoi? Non. Alors là, moi, je vois pas. Excusez-moi, moi, je ne vois pas. Je ne fais pas de... Je ne fais pas... Aujourd'hui, je vois très bien où vous voulez en venir. On peut discuter de la conduite de la guerre à Gaza. On peut parler des dérives, de la dérive populiste du gouvernement israélien, ce que vous voulez. Oui. Très bien. Voilà, l'extrême droite. Dites-le. Mais ça n'empêche pas que l'essence même de ce pays est celle d'un pays démocratique, plutôt occidental ou occidentalisé. Mais ça m'est égal. Occidental, ce n'est pas une valeur. Occidental, ce n'est pas une valeur. Quand vous dites que ce sont des valeurs. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de valeurs? Écoutez, si Israël défend l'Occident dans le monde, au Proche et Moyen-Orient, excusez-moi, c'est un très mauvais défenseur des dites valeurs occidentales. Aujourd'hui, ce que je pense, c'est que nous sommes en train de nous affaiblir aux yeux du monde, d'affaiblir considérablement le fait que... je pense que l'Occident peut apporter des choses intéressantes au monde, mais elle ne peut pas le faire dans ces conditions. Elle ne peut pas le faire en soutien d'un génocidaire qui attaque l'Iran et que l'on défend, que l'on considérait... Sur la question du nucléaire iranien, il y a un consensus international comme l'a rappelé... Terminez votre phrase. Un consensus international sur quoi? Sur le fait que l'Iran doté de l'arme nucléaire... Il ne l'a pas. Il ne l'a pas. Vous venez d'entendre des spécialistes... Vous enrichissez de l'uranium à hauteur de 60%. Vous êtes un pays du seuil. C'est-à-dire que je vais vous... Non, mais expliquez-moi, je vous en prie. Le nucléaire, quand l'uranium, quand vous le développez à des fins attend civiles... de nouvelles conclusions de l'AIEA. Pour le moment, c'est très flou. Israël a l'arme nucléaire, oui ou non? Israël ne reconnaît pas le traité de non-prolifération des armes nucléaires, oui ou non? Israël se met en dehors des traités internationaux sur le nucléaire, oui ou non? Alors pourquoi est-ce qu'on ne dit rien à Israël concernant l'arme nucléaire qu'il détient, alors qu'en dehors de tout accord international, l'Iran est en train de négocier avec le groupe qui cherche à empêcher, et je souhaite que l'Iran n'ait pas l'arme nucléaire. Et je le souhaite, je vais vous le dire, pas simplement pour l'Iran, je pense qu'il faut faire baisser l'arme nucléaire. Par contre, je n'accepte pas l'idée qu'aujourd'hui on déclare que Israël a le droit de se défendre alors que c'est Israël qui attaque, c'est Israël qui a l'arme nucléaire et c'est Israël qui se comporte de façon guerrière avec tous ses voisins. Enfin, Israël attaque le Liban, Israël attaque la Syrie, Israël est en train de commettre un génocide à Gaza. C'est aussi Israël qui a été attaqué le 7 octobre. D'accord, on ne peut pas écrire toute l'histoire à partir du 7 octobre. D'abord, le 7 octobre, ça a commencé avant. Je veux dire, le problème palestinien n'est pas le 7 octobre. Il est antérieur au 7 octobre. Et depuis le 7 octobre, ça ne donne pas le droit à Israël de se comporter comme elle se comporte. Avec tous ses voisins et avec les Palestiniens. Ils sont en train de commettre un génocide, on ne va pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Nous ne sommes pas en train de devenir des rhinocéros. Moi, je ne veux pas devenir un rhinocéros. Je ne vais pas accepter de devenir quelqu'un qui soutient un régime génocidaire et qui est en train d'accepter que Israël fasse régner son ordre guerrier partout. Il ne s'agit pas d'ordre, on est dans un conflit qui a une dimension régionale depuis le 7 octobre. Ce que subit Israël sur un certain nombre de fronts depuis cette date du 7 octobre, qui ne concerne pas uniquement la frontière ou le territoire de la bande de Gaza, on parle des Houthis, on parle des milices irakiennes qui tirent des drones, on parle du Hezbollah qui s'est armé juste dans l'Iran. Tout ça, ce sont des satellites de l'Iran. Donc on en revient... Et aujourd'hui c'est justifié d'aller bombarder le sud de Beyrouth. Aujourd'hui, je vous parle en termes de stratégie. Pardon, on va baisser d'un ton. Je suis désolée, on va baisser d'un ton, on va revenir... On ne peut pas accepter que Israël conduise la guerre partout autour d'elle. On va revenir juste sur les faits, sur l'attaque massive d'Israël. Monsieur a dit très clairement, ceux qui sont visés, c'est les Arabes. On continue d'alimenter. Ce que vous nous avez expliqué, c'est que les dangers sont vis-à-vis, c'est des actes antisémites. On parle des actes antisémites et on continue d'alimenter la mise en cause. Je ne sais pas s'il y a lieu de le dire,
que le monde arabe serait en train de préparer des attaques contre la France et contre des intérêts français, etc. Je n'ai aucune information. Vous ne comprenez pas. Vous écoutez, vous ferez un replay. Tout ce que vous avez raconté, c'est que c'était des attaques antisémites qui avaient eu lieu depuis l'attentat. Catherine Tricot, Maxime Pérez n'a fait que recontextualiser la flambée de l'antisémitisme depuis le 7 octobre 2023. Et par contre, est-ce qu'on peut recontextualiser aussi le fait qu'il y a une attaque en ce moment, une montée de l'islamophobie en France? Est-ce qu'on peut aussi se dire, et en fait, en sous-texte, sans que même Emmanuel Macron ait besoin de le dire, tout le monde comprend bien que ceux qui sont visés, ce sont des terroristes arabes, musulmans, islamistes. Mais qui a dit ça? Personne. Personne. Vous avez dit Moi, ça. j'ai dit vous l'avez dit en sous-texte. Je dis qu'il y a des risques, qu'il y a une menace terroriste qui s'ajoute déjà à un contexte contre les Juifs compliqué pour la communauté juive de France. Et pas pour les Arabes. Mais là, je parle spécifiquement du contexte iranien. Et bien spécifiquement dans le contexte iranien, qu'est-ce qui vous fait dire que les Iraniens vont venir attaquer la France? Pourquoi est-ce qu'on laisse entendre ça? Intéressez-vous, madame, à la façon dont fonctionne le corps des gardiens de la révolution iranien. Je pourrais vous parler de l'unité 909. D'accord. Intéressez-vous à l'histoire de ce régime et de la façon dont je n'ai strictement aucune sympathie pour ce régime. On a bien beaucoup d'Iraniens. Il est 10h56. On a bien compris qu'on ne vous mettra pas d'accord. Merci Claire. Dans la nuit de Haïfa, le dôme de fer israélien intercepte des missiles lancés par l'Iran. La plupart des projectiles sont neutralisés, mais plusieurs personnes sont blessées et d'autres tuées dans des immeubles d'habitation près de cette ville du nord d'Israël. Les missiles iraniens ont également été aperçus au-dessus de Jérusalem ou de Tel Aviv. Pendant une quarantaine de minutes, l'armée israélienne a invité la population à se confiner dans les abris avant d'abaisser le niveau d'alerte. Plus tôt dans la soirée, l'Iran a également activé sa défense antiaérienne à Téhéran et dans 6 autres provinces, ce qui n'a pas empêché l'État hébreu d'atteindre des dépôts de carburant. Une agence de presse affirme même qu'un bâtiment du ministère de la Défense a été légèrement endommagé. Suite à l'attaque de ce soir par l'aviation du régime sioniste sur Téhéran, le siège du ministère de la Défense a été pris pour cible. Une information pas encore commentée par Téhéran. La République islamique promet des attaques plus intenses et étendues si Israël continue de frapper son territoire. Bonjour Azadekian, merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de l'Iran, professeur de sociologie politique à l'université Paris-Cité. Tout d'abord, la riposte iranienne a commencé, on l'a vu. Oui. D'après vous, jusqu'où peut-elle aller ? Écoutez, de toute façon, tant que l'armée israélienne frappe l'Iran, les Iraniens vont riposter, bien sûr. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est quel est l'état de réserve de leurs missiles, y compris missiles balistiques qu'ils ont utilisés hier. Ça, ce sont des inconnus pour l'instant, mais visiblement, ils veulent effectivement répondre aux frappes israéliennes qui ont détruit des pans entiers du pays, à la fois des quartiers résidentiels, mais également, bien sûr, des sites militaires et nucléaires du pays. Est-ce que vous pensez qu'ils vont viser des cibles particulières ou est-ce que ça va être sans distinction sur le territoire israélien ? Non, ils ont des cibles particulières, bien sûr. Par exemple, à Tel Aviv, ils visaient ce centre dont parlait votre correspondante. Maintenant, c'est pas, ça peut aussi tomber à côté. Ça c'est clair, parce que vous savez que l'Iran ne possède pas autant de technologie, autant d'armement que l'armée israélienne. Donc c'est évident qu'ils peuvent aussi se tromper. L'idée de tuer la population israélienne n'est pas nécessairement privilégiée. Ils veulent aussi, comme les frappes israéliennes, davantage frapper les sites nucléaires et militaires, surtout d'Israël. Pas nucléaires, mais militaires israéliens. Le régime iranien va tenter, on va le voir dans les jours qui viennent, de développer sa riposte contre Israël. Néanmoins, il n'a aucun intérêt à attaquer les intérêts des pays alliés d'Israël, notamment ceux des États-Unis. C'est pas dans l'intérêt de l'Iran. Absolument pas, parce que en fait, vous savez que l'armée américaine est stationnée dans beaucoup de pays de la région du Golfe Persique, et si jamais les Iraniens attaquent cette armée américaine, ça veut dire qu'ils vont encourager Trump d'entrer en guerre contre l'Iran, et cette fois-ci, les sites nucléaires iraniens vont être bombardés avec la
fameuse bombe B2 qui a une puissance très très importante et le pays sera complètement détruit. Donc ils n'ont absolument aucun, intérêt à le faire, d'autant que ces sites militaires américains sont stationnés au Bahreïn et dans l'ensemble des pays de la région. Et donc ça veut dire aussi provoquer l'animosité, l'hostilité des pays de la région avec lesquels les Iraniens, il ne faut pas oublier, avaient commencé à normaliser leurs relations. Quelques jours avant les frappes israéliennes, le ministère iranien des Affaires étrangères était même en Égypte. Auparavant, bien sûr, en Arabie Saoudite, au Bahreïn même. Je veux dire, ils étaient en train de normaliser leurs relations avec ces pays-là. Il n'y a pas de raison qu'ils tentent maintenant de provoquer l'hostilité de ces pays voisins de l'Iran, qui ont été unanimes, presque unanimes, à condamner les frappes israéliennes contre l'Iran. Il ne faut pas oublier que ce sont les Israéliens qui ont commencé à frapper l'Iran sous prétexte de quoi? Sous prétexte de guerre préventive. Or, la guerre préventive n'existe pas dans le droit international. Permettez-moi de dire qu'en tant que franco-iranienne, je suis choquée de la prise de position de notre président Macron qui soutient ces attaques. Si un pays démocratique comme la France ne soutient pas le droit international, qui d'autre va le faire? Donc, on a cautionné les attaques israéliennes contre l'Iran, alors même que les Iraniens étaient en train de négocier avec les Américains, justement, afin qu'on puisse les empêcher de fabriquer la bombe atomique. Est-ce que l'attaque contre les centrales nucléaires de l'Iran est un bon choix? Je dis non. Pourquoi? Parce que si jamais les Israéliens vraiment parviennent à détruire ces centrales nucléaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des centaines de milliers d'Iraniens aussi seront morts des conséquences de la diffusion de ces déchets de ces centrales nucléaires. Et donc l'AIEA doit intervenir, bien évidemment, afin d'empêcher ça. Je pense que les Iraniens peuvent être empêchés de fabriquer une bombe par voie diplomatique. Et en contrepartie, ce qu'ils exigeaient des États-Unis, c'était la levée des sanctions états-uniennes contre l'Iran. Ils avaient accepté, par exemple, de laisser les inspecteurs américains inspecter leurs centrales nucléaires. Ils avaient donné pas mal d'avance aux Américains. Maintenant, avec les frappes israéliennes, tout ça est et justement, risque de tomber à l'eau. Est-ce que vous ne pensez pas que ces attaques israéliennes avaient comme pour objectif indirect d'interrompre ces négociations en cours entre les États-Unis et l'Iran sur le programme nucléaire iranien? Bien sûr, c'est évident, le timing, c'est évident. D'une part, d'autre part, pour détourner l'attention du monde entier sur les crimes commis par le même gouvernement israélien à Gaza. Et de refuser, de reconnaître l'État palestinien. Oui, parce que ça compromet maintenant la conférence qui était prévue à l'ONU à New York, coprésidée entre la France et l'Arabie Saoudite, et on voit mal la coprésidence actuellement, de toute manière, parce que l'Arabie Saoudite n'est pas sur la même position que la France. Et de toute façon, ça a été retardé. Enfin, en tout cas, donc effectivement, ces attaques contre l'Iran, effectivement, de la part de Netanyahou, poursuivaient plusieurs cibles, et c'est la raison pour laquelle soutenir ces frappes, premièrement, est contre le droit international, et il faut chercher des solutions diplomatiques. La destruction de l'Iran et d'Israël n'est pas en faveur dans l'intérêt ni des Iraniens ni des Israéliens. Est-ce que vous pensez que les Iraniens vont se rendre demain à Oman, à Mascate, pour le 6e cycle de négociations? Ça va être très difficile parce que après les interventions de Trump qui a dit que Israël a fait ce qu'il fallait, etc., ça m'étonnerait fort. Mais si j'étais dirigeant iranien, j'irais. Pourquoi? Parce que pour montrer qu'ils ils souhaitent continuer les négociations afin de parvenir à une solution pacifique d'une part, et qu'il ne faut pas qu'ils portent l'eau au moulin des Israéliens et de Netanyahou. Donc, mais là, dans l'état actuel des choses, ça m'étonnerait fort, sauf si les pays de la région, en particulier l'Arabie Saoudite et Oman, par exemple, fassent des interventions auprès des dirigeants iraniens afin de les persuader de continuer les négociations. Les pays arabes, quand même, qui sont quand même s'il y a un rapprochement que vous avez très bien décrit, ils sont quand même en compétition avec l'Iran. Ils doivent pas être
mécontents forcément de ce qui se passe, mais ils sont obligés de condamner l'action d'Israël? Ils sont obligés de condamner l'action israélienne, ne serait-ce que pour leur propre opinion publique arabe qui est très contre Israël. Il ne faut pas oublier avec ce que les Israéliens ont effectué et sont en train d'effectuer à Gaza. D'une part, d'autre part, les États arabes du Golfe Persique qui sont des producteurs de pétrole, comme vous le savez, n'ont absolument aucun intérêt à voir le détroit d'Ormuz, par lequel passe 40% de pétrole commerce international soit fermé par l'Iran. Et donc, ils ne veulent pas subir les conséquences d'une guerre entre l'Iran et l'Iran et Israël et éventuellement les États-Unis. Raison pour laquelle l'Arabie Saoudite était le premier pays à avoir condamné les attaques, les frappes israéliennes contre l'Iran. Et aujourd'hui, vous savez qu'ils ont annoncé que les pèlerins iraniens qui peuvent pas retourner en Iran, seront les bienvenus en Arabie Saoudite, etc. Donc il y a des signes en fait très amicaux de la part des dirigeants saoudiens dont on n'avait pas habitude d'entendre effectivement. On va revenir sur la population iranienne, mais d'abord, les attaques précipitées d'Israël, à votre connaissance, est-ce qu'elles sont dues au fait que le régime des Mollahs disposait de la bombe atomique dans les jours et les semaines à venir, comme l'a déclaré le Premier ministre israélien? Écoutez, moi je me rappelle, je ne suis pas spécialiste de nucléaire, mais je me rappelle que déjà, ça fait 20 ans que M. Netanyahou annonce que l'Iran est tout près de la fabrication d'une bombe. Par ailleurs, Khamenei, le guide iranien, a fait une fatwa, c'est-à-dire un édit religieux contre la bombe. Il y a de nombreuses années, cette fatwa est toujours en vigueur. On sait que les Iraniens ont toujours souhaité parvenir au seuil du nucléaire pour aller éventuellement vers la fabrication de bombes atomiques. Ils ont acquis le savoir-faire. Alors, on peut tuer effectivement des scientifiques iraniens, mais le savoir est acquis, le savoir-faire est acquis, d'une part. D'autre part, les frappes israéliennes peuvent ou sont susceptibles d'avoir comme conséquence justement la poursuite de ce programme nucléaire militaire, s'il en existe, de la part des Iraniens qui vont dire on va se sanctuariser contre ces attaques israéliennes et d'autres types d'attaques. Donc en fait, d'un autre côté, moi je voudrais quand même parler de la société civile iranienne qui est prise en étau entre des frappes israéliennes d'une part et le régime répressif iranien d'autre part. Et donc ces frappes israéliennes vont certainement affaiblir cette société civile qui était en train de remonter en puissance après Femmes et Liberté, le mouvement Femmes et Liberté, et avait des acquis déjà. Et là, vous voyez les conséquences de cette décision de Netanyahou, qui se préparait depuis visiblement un an, mais vont être catastrophiques pour l'Iran. Donc même si une majorité d'Iraniens est contre le régime des Mollahs, est opposée à ce régime, est-ce qu'ils vont pas quand même, ce que vous dites, c'est est-ce qu'ils vont pas quand même soutenir le régime iranien face à une intervention étrangère israélienne, face aux attaques israéliennes? Et soutenir, non, je ne dirais pas ça, mais moi ce que j'ai pu voir depuis hier à travers mes communications, à travers les réseaux sociaux, etc., c'est que d'abord les gens sont sidérés, ont très 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 peur, vraiment sont angoissés, surtout dans des grandes villes qui ont été frappées, aussi les quartiers résidentiels. Il ne faut pas oublier que quand Israël a frappé tel responsable militaire iranien, les voisins ont été tués aussi, des civils innocents ont été tués, des enfants ont été tués, des femmes ont été tuées, personne n'en parle. On parle de 4 tués, moi j'en suis vraiment désolée pour le bilan, c'est au moins 80, pour les Iraniens, mais morts. Au moins pour l'instant, mais il y en a qui sont sous les décombres, et ça me fait penser à Gaza d'une part, et d'autre part, il y a des Iraniens par exemple qui ont applaudi au début sans savoir que les civils aussi ont été tués. Quand ils ont appris que tel ou tel commandant des gardiens de la révolution qui ont réprimé la population avait été tué, les gens n'étaient pas mécontents parce qu'ils n'aiment pas ce régime et ils veulent effectivement aller vers le changement de ce régime, mais pas à travers une intervention étrangère. Il revient aux Iraniens de changer leur régime, pas à Netanyahou. Et vous l'avez évoqué, mais comment vous interprétez le glissement des propos du président français Emmanuel Macron hier soir, s'affirmant totalement solidaire d'Israël face à l'Iran, et du coup dont l'initiative de reconnaissance de l'État palestinien est reportée?
Écoutez, au début, moi je pense qu'il l'a fait justement pour que cette initiative ne soit pas reportée et de quelque part de donner un gage en condamnant l'Iran, en soutenant Israël, mais d'un autre côté dire aux Israéliens bon maintenant vous reconnaissez la Palestine. Je pense que dans sa tête ça aurait dû être ça. Sinon, encore une fois, je répète, c'est contraire au droit international et néanmoins on voit bien que ça n'a pas fonctionné. Il faut prendre en considération aussi ce que pensent les autres, à savoir les pays arabes de la région, à commencer par l'Arabie saoudite. Et il a rappelé qu'une vie est une vie et qu'il ne fallait pas hiérarchiser, en tout cas c'était absolument, sa déclaration. Mais rien à faire. Je veux dire, la vie des Iraniens, des Palestiniens ne compte absolument pas, mais contrairement à la vie des Occidentaux ou des Israéliens. Et ça, vraiment, ça ne fait que créer davantage d'hostilité de la part des populations par rapport à leurs dirigeants, aux dirigeants occidentaux, j'entends, et de dire c'est quoi ce droit international dont vous respectez absolument pas, et donc c'est en fait les dominants et les puissants contre les autres, et on en est là, c'est ça le constat.